Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Parcoursup, c'est pas une machine à éliminer. On n'est pas là pour éliminer des gens, on est là pour aider des jeunes à réussir leur projet. C'est ça notre boulot. Depuis la conception de notre podcast, nous avions décidé de fournir à nos auditeurs, c'est-à-dire vous, des informations fiables, neutres et pertinentes pour que chaque lycéen et chaque étudiant en réorientation puisse déterminer et accéder à son orientation sereinement. Nous avons donc choisi de nous appuyer sur un réseau de spécialistes en orientation, des expertes du sujet, car oui, à ce jour, il n'y a que des femmes. Elles contribuent à fournir des épisodes justes, concis et précis sur des sujets que notre comité de parents et d'élèves réclame, car il s'agit de leurs questions et de leurs inquiétudes. Et parmi ces questions et inquiétudes, le sujet de Parcoursup est central et récurrent. En effet, la quasi-intégralité des formations en France y sont proposées et c'est le seul outil national pour y accéder. Alors, qui de mieux placé pour répondre à nos questions que la personne en charge de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur dont Parcoursup fait partie? Et nous avons eu la chance que Jérôme Teilhard nous accorde une interview exclusive, la première consacrée à un podcast. Voici donc cet échange qui a été enregistré le 9 décembre 2021. En complément de ce que vous allez entendre, vous trouverez dans les notes de cet épisode la synthèse et les liens vers les ressources qui ont été évoquées pendant l'interview. Bonne écoute. Bonjour monsieur, merci beaucoup de nous recevoir. On est dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont dépend votre département. Un honneur d'être ici. Je suis avec Charlotte, ma fille, avec qui je travaille sur le podcast Azimut, et nous avons préparé cet entretien avec notre comité consultatif de parents et de lycéens. Avant de nous lancer dans les questions, est-ce que vous pourriez prendre quelques instants pour vous présenter, et puis on parlera de Parcoursup. Très bien, bonsoir. Donc Jérôme Teilhard, je suis inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et je suis chef du projet Parcoursup. Alors Parcoursup, peut-être pour le dire de manière simple, c'est une plateforme nationale d'accès aux premières années de l'enseignement supérieur. Son objectif, c'est à la fois de donner une visibilité à chaque lycéen, à chaque étudiant en recherche d'une réorientation sur l'ensemble de l'offre de formation, de diplômes reconnus par l'État. Aujourd'hui, la plateforme, c'est plus de 19 500 formations, dont un peu plus de 6 000 qui sont en apprentissage, et pour lequel notre objectif, c'est un objectif de simplicité, de simplification pour l'usager, puisque toute formation inscrite dans Parcoursup obéit à, 3 règles d'or. C'est un seul calendrier, c'est un seul dossier, et puis c'est un seul mode de présentation du contenu, des caractéristiques des formations. L'objectif, c'est bien pour le lycéen, pour le candidat, d'essayer de lui produire un dispositif simple à travers une plateforme dématérialisée qui lui donnera accès à la totalité des formations et il pourra, durant l'année, durant toute la procédure, identifier quels sont le contenu de ces déformations, quelles sont les caractéristiques, quels sont leurs critères. Voilà, des éléments qui sont à la fois qui servent à l'orientation et puis des éléments, parce que c'est la finalité de la plateforme, c'est qui sert à l'affectation. Il y a un équilibre orientation, affectation, et on trouve à travers cette plateforme unique, nationale, l'occasion d'apporter tous les éléments d'information que recherchent les candidats pour conduire le projet de poursuite d'études qu'ils ont élaboré progressivement. Vous êtes le chef de projet de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que Parcoursup ? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont connexes ou qui peuvent être intégrés à Parcoursup, même si ils participent d'une autre dimension. Je pense par exemple ce qu'on appelle les parcours personnalisés, les WICI. Ils sont à la fois un élément dans Parcoursup, mais en même temps, ils se déroulent dans les universités, dans le cadre du premier cycle. Et puis, derrière la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, il y a cette volonté d'être l'articulation entre le lycée et la première année de l'enseignement supérieur. Et Parcoursup est l'outil, mais l'ambition dépasse l'outil,
puisque au-delà de l'outil, ce sont aussi l'animation, le conseil de tous ceux qui sont les acteurs dans les établissements scolaires, de l'accompagnement à l'orientation des lycéens. C'est le travail avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur sur, l'équilibre que l'on trouve dans Parcoursup entre les aspirations des formations, les aspirations des candidats, la logique portée par le ministère. Donc c'est ça, c'est plus large que l'outil, même si l'outil est en quelque sorte le symbole. Mais en même temps, moi, et ma première ambition, c'est que on parle le moins possible de l'outil, puisque l'enjeu se déroule en dehors de l'outil. L'outil est simple d'utilisation, il n'est qu'un outil. L'enjeu, il est quel projet on construit, comment on est accompagné pour construire son projet. L'enjeu, il est comment on trouve les études qui nous plaisent et comment on y réussit. Et puis voilà, c'est ça la réforme d'accès à l'enseignement supérieur. Sa finalité, c'est pas un outil, sa finalité, c'est améliorer l'orientation pour agir sur la réussite des étudiants. C'est le principe même qui est celui de l'équilibre de la loi, ce qu'on appelle la loi orientation et réussite des étudiants, qui structure la plateforme Parcoursup. Très clair, merci beaucoup. On va néanmoins parler un peu de l'outil parce que vous imaginez bien que notre comité le voit aussi comme un outil, c'est une interface qui voit, donc on reviendra là-dessus. Est-ce qu'il y a eu récemment des évolutions, et en particulier depuis l'année dernière, sur la plateforme, sur Parcoursup, sur l'interface, sur les formations proposées, sur leur fonctionnement ? Il y a un équilibre, c'est-à-dire que il faut l'important dans Parcoursup, c'est de la stabilité des éléments fondamentaux. Les éléments fondamentaux, c'est le calendrier, parce qu'il structure aussi l'accompagnement dans les lycées. Il est éminemment structuré avec le lycée, et en même temps, il y a toujours des évolutions, toujours des améliorations qui sont guidées par le travail que l'on conduit d'écoute des usagers. Elles peuvent être importantes ou mineures, mais elles sont toujours dans la même direction. C'est comment on arrive à mieux faire comprendre le processus, comment on travaille avec les formations pour être le plus clair, le plus compréhensible, le plus lisible possible, et puis comment on essaie, parce que c'est notre préoccupation aussi, de rendre le dispositif moins stressant, de rendre le dispositif plus transparent. Ça aussi, c'est une recherche permanente et un équilibre. Peut-être, si je dois donner un élément très structurant d'évolution et qui symbolise l'articulation que l'on souhaite entre le lycée et l'enseignement supérieur, c'est la prise en compte des épreuves des enseignements de spécialité qui se dérouleront du 14 au 16 mars dans le dossier de Parcoursup. Ça, c'est une évolution, j'allais dire, l'outil en est le réceptacle, mais là aussi, ça dépasse l'enjeu de l'outil. C'est vraiment une articulation entre le lycée qui progressivement change sa finalité. Il était le lycée qui faisait passer le baccalauréat. Il est aujourd'hui le lycée qui est le tremplin vers l'accès à l'enseignement supérieur. C'est cette évolution-là dont on rend compte l'outil et qui va se matérialiser aussi cette année. Donc j'imagine que vous êtes en permanente discussion, échange avec les autres ministères concernés par l'orientation. Bien sûr, en permanence en discussion, mais en permanence en discussion aussi avec les usagers, parce que le Parcoursup, c'est une rotule. C'est une rotule entre des intérêts divergents, entre des acteurs différents, et en essayant de toujours trouver le point d'équilibre qui est celui qui garantit le maximum de satisfaction des intérêts. Alors il y a pas, c'est pour ça que ça ne peut pas être un outil qui est sans évolution, parce que la question de l'équilibre, elle se repose tout le temps. Et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de ce dispositif-là, c'est de trouver le point d'équilibre dans lequel chacun retrouve la finalité sans perdre de vue les objectifs fondamentaux. L'objectif fondamental, c'est accompagner la construction d'un projet d'orientation, garantir les conditions dans lesquelles on a une réussite dans les études supérieures qui s'améliore, parce que la France a par trop longtemps ignoré l'échec dans les études supérieures, c'est ça la priorité, permettre à chacun de réussir pour in fine ensuite avoir une insertion professionnelle, puisque le diplôme est un facteur de l'insertion professionnelle très important. Très intéressant. On va laisser maintenant les lycéens représentés par Charlotte vous poser des questions. Une question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est la crainte ultime de tout lycéen motivé par les études supérieures.
se retrouver sans formation qui lui plaise ou qui lui convienne à la fin de Parcoursup. Alors, que fait Parcoursup pour éviter de laisser certains jeunes sans solution ? Je vais répondre à votre question et en même temps, je reviens juste à un point antérieur. Je pense que la première mission, finalement, si je peux dire, d'un lycéen, c'est d'essayer de travailler sur son projet. Parce que souvent, un candidat qui n'a pas eu de proposition est un candidat qui n'a pas su non plus trouver son projet, qui n'a pas su, trouver le point d'équilibre entre des formations qui ont des exigences, qui sont des exigences pour la réussite, et puis son propre profil à lui, ses connaissances, ses compétences, son propre goût, ses intérêts. Donc ça, c'est une partie, tout ça pour revenir à cette période importante qui est celle de l'automne-hiver, dans lequel on réfléchit sur son projet. Évidemment, dans Parcoursup, il y a une priorité qui est celle de l'accompagnement des candidats tout au long de la procédure, et y compris des candidats qui n'ont pas de proposition. Ça peut arriver qu'il y ait des candidats qui aient proposition, mais nous les accompagnons. Et finalement, il y a deux types de candidats qui n'ont pas de proposition. Il y a les candidats qui n'ont fait des vœux que pour les formations sélectives, qui peuvent répondre non. Et on peut en avoir fait un choix que de formation sélective et puis se retrouver dès le jour du lancement de la phase d'admission avec pas de solution. Et ces candidats-là, nous leur proposons de les accompagner souvent au plus près dans leur lycée, ça peut être avec un contact avec un CIO, pour les préparer à ce qu'on appelle la phase complémentaire dans Parcoursup, qui est une phase dans laquelle j'ai à la fois la possibilité de refaire des vœux, mais c'est pour les accompagner sur le travail sur le projet, parce que souvent ces candidats-là, il n'y a pas eu un travail assez approfondi sur le projet, ou alors, ça arrive, des candidats qui n'ont fait qu'un seul vœu sur Parcoursup, des candidats qui n'ont fait d'un vœu que dans un domaine très ciblé et sur lequel très sélectif. Donc là, on accompagne ces candidats. Il y a aussi des candidats qui ont fait des vœux puis qui sont dans des listes d'attente et qui sont positionnés dans les listes d'attente, pas dans les meilleures conditions, on va dire. Alors, il y a deux types de solutions qui sont proposées par Parcoursup. La première, c'est d'abord cette phase complémentaire qui permet de candidater sur des formations qui ont des places vacantes à l'issue du processus d'admission. Et dans cette phase complémentaire, chaque année, pour vous dire, c'est à peu près 100 000 candidats qui obtiennent des propositions sur cette phase complémentaire. Donc ça n'est pas rien, il y a tous les types de formations qui sont représentées. Ça n'est pas que certaines formations dont on ne voudrait pas. Parfois, ça peut être des formations y compris de très demandées, mais qui se trouvent dans un territoire qui est moins attractif peut-être que d'autres, et dans lequel, mais en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde. Deuxième situation, c'est les candidats qui, au moment des résultats du bac, n'ont pas encore eu de proposition d'admission, et nous leur proposons de solliciter l'appui du rectorat, s'appellent les commissions académiques d'accès à l'enseignement supérieur, et ces commissions sont là au service des candidats. Elles réunissent autour du recteur des représentants des formations, des proviseurs de BTS, des directeurs d'IUT, des représentants de l'université, et examinent les dossiers des candidats pour essayer de leur trouver des solutions. Et nous essayons, nous, d'avoir des réservoirs de solutions pour proposer au plus près des projets, mais aussi en fonction des places vacantes. Et pour rassurer les lycéens, Parcoursup communique beaucoup avec les candidats. Nous leur faisons des messages, mais y compris quand il faut aller accompagner des candidats sans proposition, nous les appelons individuellement. Chaque année, il faut se rendre compte, c'est à peu près 110 000 candidats qui sont appelés à différentes étapes de la procédure d'admission quand on a des choses très importantes à leur dire. Et l'expérience que l'on a de 4 années de Parcoursup, c'est que souvent il y a des candidats qui osent pas. Ils ont reçu un message, mais ils sont pas très au clair dans leur tête sur ce qu'ils ont envie de faire, et le fait d'avoir un échange téléphonique avec quelqu'un, c'est une forme de déclic, ça les rassure qu'il y a des solutions possibles, et puis ça les motive aussi pour eux-mêmes réfléchir à leur projet. Parcoursup demande de compléter un dossier par des informations complémentaires aux notes, tout ce qui concerne l'extrascolaire. Quelle est son importance dans les procédures d'admission ? Je crois que c'est un sujet qui dépasse même Parcoursup, c'est-à-dire que tout ce qui est les compétences, les connaissances d'un individu ne se résume pas dans des notes. Et c'est très important que Parcoursup soit aussi ce vecteur-là d'une réflexion qui dépasse l'outil, là encore une fois, qui est une réflexion sur l'école. Et on peut maîtriser une langue étrangère
chez soi, par son histoire de sa famille. On ne l'apprend pas à l'école et pour autant on la maîtrise. Et ça dit des choses. On peut avoir une expérience associative ou une expérience d'engagement personnel qui disent des choses. On peut avoir une activité sportive qui là aussi dit sur sa discipline personnelle, sur son exigence, voilà. Ces éléments-là, ils ont du sens. Souvent, parfois, on a tendance à considérer que ça n'a pas d'importance parce que voilà, c'est pas l'école, etc. Voire, on peut avoir des activités d'engagement dans l'école. On est, y compris délégué de classe, c'est un engagement. On peut être, je pense aux jeunes qui ont des responsabilités, la lutte contre le harcèlement scolaire, sur la transition écologique. Voilà, on a moultes occasions d'avoir des compétences et des expériences en dehors de ce cadre strictement scolaire, et on donne la possibilité de le faire valoir. C'est pas une obligation. C'est une possibilité. Et puis, ça peut avoir de l'importance. Alors, elle est variable selon les formations. Et d'ailleurs, nous demandons, par exemple, aux formations, quand elles affichent les critères, peut-être qu'on y reviendra, d'indiquer aussi quelle est la part qu'elles apportent, notamment, je pense, à la motivation. Et il y a des formations sur lesquelles la motivation est un enjeu très important. Parce que les notes ne suffisent pas à donner la compétence. Je prends un exemple, moi, qui me vient à l'esprit. Les formations en soins infirmiers. Vous avez une formation très exigeante, une formation dans laquelle il y a des stages qui peuvent se dérouler avec des personnes fragiles, des personnes malades, dans lesquelles il y a du soin. C'est pas votre note qui va vous sauver face à la situation d'une personne en difficulté et que vous devez accompagner par un geste professionnel et que vous apprenez dans votre formation. Et ça, la motivation, c'est important. Votre expérience, vous avez fait des expériences. Moi, je vois souvent des dossiers parce que des candidats qui n'ont pas eu d'admission et où je suis amené à les regarder. Et on voit ça. J'ai des expériences. Donc, ça peut être variable. Il y a des formations, je vous dirais pas, par exemple, encore que, vous savez, même dans des grandes formations scientifiques, des grandes classes préparatoires, il y a des candidats qui ont fait l'Olympiade de chimie ou de physique. Voilà, des activités qui sont pas dans le cadre de l'école, mais qui comptent dans le dossier. Moi, je trouve que c'est toujours un élément supplémentaire, puis c'est un élément qui vous aide à réfléchir sur vous-même. À la limite, si ça vous sert pas sur Parcoursup, ça vous servira quand même pour vous. Quelle est l'importance et comment est interprétée la fiche avenir, que les élèves découvrent parfois sur Parcoursup ? Alors, c'est pas parfois, c'est toujours parce que cette fiche avenir est rendue publique le jour de la fin de mission. Si elle ne l'est pas rendue plus tôt, c'est parce que on veut éviter qu'il y ait des formes de pression qui s'exercent sur les enseignants pour remplir ceci ou remplir comme ci et comme ça. Nous faisons confiance aux enseignants, c'est des professionnels. Cette fiche avenir, elle est remplie par le lycée. Il y a 3 parties dans cette fiche avenir. Il y a la reproduction des notes du premier et deuxième trimestre et les appréciations des professeurs. Il y a une partie remplie par le professeur principal, qui est celui qui connaît les élèves, y compris dans l'expression de leur projet d'orientation, et qui sont sur des compétences transversales, la capacité de travail, l'autonomie, l'engagement. Et puis, il y a un mot circonstancié du proviseur de l'établissement pour chaque vœu, parce que chaque vœu est différent et qui est à la fois sur la cohérence et la capacité à réussir, en quelque sorte. Et en quelque sorte, ce que nous avons voulu dans la fiche avenir, c'est être ce trait d'union entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Alors, là aussi, encore une fois, selon les formations, l'appréciation peut être différenciée. Il y a des formations qui vont sans doute s'intéresser plus aux notes, puis il y a des formations qui vont être très attachées au message du proviseur, parce que c'est lui qui a l'autorité dans le cadre scolaire et qui va le dire. Après, je voudrais juste dire c'est pas une boîte à surprise, la fiche avenir. Ça ne doit être le reflet que des éléments qui ont été discutés dans le conseil de classe. Donc, je pense pas qu'il y ait d'éléments qu'un professeur cache pour dire non, je vous montre pas parce que je vais écrire ceci. Non, je pense que chacun des lycéens doit à peu près savoir ce qu'il y a dedans, parce que lui-même sait comment se positionner par rapport et puis peut-être pour rassurer c'est un élément parmi d'autres que prennent en compte. Il n'y a pas d'élément sur Parcoursup où on dit c'est 100% ça et pas du tout le reste. Voilà, ça fait partie d'un ensemble que prennent en compte ensuite les formations d'enseignement supérieur. Une question qui concerne les étudiants qui souhaitent se réorienter ou qui ont fait une année de césure et qui vont repasser par Parcoursup. Seront-ils désavantagés par rapport aux nouveaux candidats de terminale ? Est-ce visible par les formations ? Alors, déjà, une précision, quand on a fait une année de césure, on repasse pas par Parcoursup.
Parce que, il faut le dire, quand j'ai fait une césure post-bac, le statut de la césure, c'est quand on est inscrit dans une formation, qu'on sollicite auprès d'une formation la possibilité de faire une césure, mais on est toujours inscrit dans l'établissement. Ça permet de garantir aussi des droits sécurité sociale, par exemple, avoir un accès aux bourses, et on a sa place garantie. On repasse sur Parcoursup. Dans ce cas-là, uniquement si, finalement, au terme de son projet de césure, on se dit que c'est plus tout à fait la formation qu'on avait choisie au départ qui m'intéresse, mais c'est une autre. Et à ce moment-là, on n'est pas lié à la place qu'on avait acquise. Donc voilà, je passe sur la césure. Mais je reviens sur le sujet plus important des étudiants en recherche d'une réorientation. Pour vous donner, sur l'année 2021, ils sont 182 000 et ils sont 82% à avoir eu au moins une proposition d'admission. Les lycéens, c'est 94%, sachant que les lycéens sont 635 000. Donc c'est pas du tout les mêmes effets de volume. Il n'y a pas de situation de différenciation et de désavantage. Bien sûr que les formations sont au courant qu'on est en réorientation, et d'ailleurs il vaut mieux, puisque ça veut dire qu'on a un projet, et on permet dans Parcoursup, il y a une fiche de suivi, elle s'appelle comme ça, dans Parcoursup, dans lequel l'étudiant peut être amené à décrire son projet de réorientation pour montrer aux formations que ça a du sens. On a le droit d'avoir fait une erreur, peut-être qu'on a découvert autre chose dans sa première année et que finalement c'est cette formation-là qui vous intéresse davantage. Et je sais pas si je le prends comme un élément quand même de satisfaction, c'est que s'il y avait un vrai problème, j'aurais pas autant de candidats qui reviendraient sur Parcoursup. Parfois, il peut y avoir aussi, parce que ça existe, la différence entre le lycéen et l'étudiant, c'est que le lycéen, lui, s'inscrit dans un projet de poursuite d'études finalement, et puis il peut pas revenir en arrière. Il a passé le baccalauréat, vous l'avez, vous l'avez pour la vie, le baccalauréat. L'étudiant, il y a parfois des étudiants qui sont dans le cours de leur première année, font une forme de vœu de sécurité, de précaution. Mais ils peuvent très bien réussir leur année. Et auquel cas, ils ne viennent pas sur Parcoursup. Donc, il y a aussi une différence ils sont pas placés exactement dans la même situation. En tout cas, nous faisons en sorte sur Parcoursup, ils sont traités de la même manière. Il n'y a pas de distinction dans l'examen des dossiers. Oui, les formations savent, mais parce que précisément l'étudiant peut aussi rentrer des notes qu'il a eu au cours de son année dans des études supérieures, il aura l'information de son baccalauréat. Donc forcément, il n'est pas dans la même situation que le lycéen. On lui permet de décrire son projet de manière à éclairer. Finalement, il n'a pas la fiche à venir parce qu'elle est pour les lycéens, mais il a cette fiche de suivi qui permet d'éclairer son projet. Certaines formations, qui sont non sélectives, comme certaines licences à l'université, reçoivent beaucoup de demandes. Comment est-ce que Parcoursup gère les priorités ? Est-ce qu'il y a une prime aux premiers inscrits, par exemple, ou est-ce que des boursiers sont prioritaires ? Alors, ça, c'est très important, ça fait partie des légendes urbaines. Donc, il faut pouvoir tirer un trait sur les légendes urbaines. Il n'y a aucune corrélation entre la vitesse à laquelle je formule mes vœux et la probabilité de recevoir des propositions. Donc, vous avez, pour l'année 2021-22 qui nous occupe, nous ouvrons la plateforme le 20 janvier. Vous pouvez faire formuler des vœux jusqu'au 29 mars. Que vous les formuliez, ça n'a aucun sens de les formuler le 22 janvier. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment réfléchi quand même à son projet. Ça n'a aucun sens aussi de les remplir le 29 mars à 23h58, quand la limite est à 23h59. Faut trouver le point d'équilibre. Si on a donné une date un peu plus tardive cette année, d'habitude c'est vers le 10 mars, là on est allé jusqu'au 29 mars, c'est précisément parce qu'il y a les épreuves d'enseignement de spécialité, qu'on veut que les lycéens puissent se concentrer sur leurs épreuves et ensuite faire, leurs vœux sur Parcoursup. Chacun a du temps et pas besoin de se presser, pas besoin non plus de s'y mettre au dernier moment. C'est ça le point d'équilibre à trouver. Deuxième élément, est-ce que les boursiers sont prioritaires ? Il y a deux règles sur Parcoursup, des règles de priorité. Deux principales. La première, qui s'applique quelles que soient les formations, qu'on soit de formations sélectives ou non sélectives, c'est-à-dire université ou école, c'est les règles qui concernent les boursiers, dans lesquelles il y a des règles fixées par la loi de priorité donnée aux boursiers. La priorité, ça veut dire que des boursiers remonteront dans les classements, et ça, c'est Parcoursup qui le fait. Ça veut dire que la formation, lorsqu'elle examine les dossiers, elle ne regarde que la dimension pédagogique. Est-ce que ce candidat
à un profil qui correspond à la formation et qui va permettre de faire un classement. Et puis Parcoursup intervient ensuite en fonction de règles qui sont publiques. C'est à la fois la loi qui l'a fixé, puis il y a un taux de priorisation qui est fixé que vous pourrez voir même dans votre dossier Parcoursup. Et Parcoursup fait remonter des boursiers dans les classements. L'objectif, c'est, parce qu'il faut revenir au sens, c'est pas désavantager un candidat par rapport à un autre. L'objectif, c'est, quand on regarde quelles sont les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, on s'aperçoit que c'est un accès qui est inégal, dans lequel des catégories d'enfants d'employés, peut-être d'ouvriers, ont moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur parce que leur milieu social, leur environnement social les a pas aidés dans les mêmes conditions que d'autres. Et donc, on fait une action correctrice, entre guillemets, qui accompagne ces jeunes pour leur donner plus de possibilités, finalement, d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est souvent aussi, il faut le dire, et on a ce travail que fait Parcoursup, mais il y a un travail qui se fait bien en amont. Je pense notamment à ce qu'on appelle les cordées de la réussite, c'est pour stimuler l'ambition scolaire et pour éviter que ces jeunes-là, qui n'ont peut-être pas tous les éléments de référence, ils s'autocensurent en se disant « je suis pas capable », alors qu'ils sont tout à fait capables, ils ont par leurs résultats scolaires la possibilité d'accéder aux meilleures formations. C'est ça notre ambition. Il y a une deuxième règle qui est importante, qui ne s'applique que pour les formations à l'université, les licences non sélectives, c'est la règle de priorité géographique. Il s'agit, là aussi, en fonction du niveau de tension dans les établissements et dans les formations concernées, de donner une forme de priorité à ceux qui habitent dans l'académie, donc dans un environnement relativement proche de la formation. Priorité, ça ne veut pas dire exclusivité. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver là aussi le point d'équilibre entre est-ce que c'est des formations très en tension et auquel cas la priorité est plus forte, est-ce que c'est des formations où il y a beaucoup moins de tension et auquel cas la priorité est beaucoup plus faible et on laisse venir dans ces formations plus de candidats. Il faut aussi, dernier point, un petit éclairage sur les chiffres, parce que les chiffres disent beaucoup de choses aussi. Il n'y a jamais eu autant de mobilité géographique que depuis 2018. Et puis si je donne par exemple deux chiffres, la part des lycéens boursiers, qui est ceux qui étaient les moins mobiles des étudiants, elle est passée de 15,3% d'étudiants, de lycéens boursiers qui étaient mobiles à 17,6% en 2021. Donc voilà, c'est une priorité aussi, répondre à l'aspiration à la mobilité et en même temps trouver le point d'équilibre. Alors, c'est des enjeux sur lesquels c'est important parce que on peut avoir l'impression, quand on est chacun dans sa classe, dans son lycée, en disant « moi je comprends pas, j'ai 16 et puis mon voisin il a 14 et il est devant moi et c'est pas normal et c'est un bug de Parcoursup. » Là aussi, voilà, c'est l'infini, ça se termine toujours comme ça un peu. C'est un bug de Parcoursup. Non, c'est pas un bug, il peut être un lycéen boursier, c'est pas écrit sur son front, il n'est pas obligé de le dire, c'est sa vie personnelle. Et voilà, et nous faisons ces règles sont transparentes, ces règles sont vérifiées, l'algorithme de Parcoursup il fonctionne, il est public d'ailleurs, parce que c'est important de le dire, chacun peut aller regarder s'il a envie, et nous mettons en œuvre ces règles qui ont été définies par la loi pour trouver un point d'équilibre entre accès à l'enseignement supérieur et démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Les formations reçoivent-elles l'ensemble des vœux formulés par les demandeurs ou est-ce qu'un filtre est fait avant de leur transmettre ? Elles reçoivent tous les vœux. Chaque formation, c'est important aussi, parce que ça aussi c'est une légende, ou en tout cas une crainte. Est-ce que les formations voient les autres vœux que j'ai formulés ? La réponse est non. Chaque formation ne voit que le vœu que vous avez formulé pour elle. Il y a que le candidat qui sait les vœux, plus moi. Mais moi, je le diffuse à personne. Donc, vous faites des vœux, ils sont transmis aux formations et à partir du début de la phase d'émission, il y a une réponse pour chaque vœu. Il n'y a pas de réponse liée avec un autre vœu. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchisation, et ça, je pense que c'est un point important. On fait ses vœux librement sur Parcoursup. Il n'y a pas de hiérarchisation dans les vœux, pas d'ordre priorité à définir. Par contre, il y a une motivation à éclairer. Et ça, c'est important parce que derrière cette motivation, c'est quel est le travail personnel que chaque lycéen fait pour apprécier la pertinence entre son projet, sa capacité à réussir dans une formation et puis ce que sont les caractéristiques d'une formation. Donc c'est ça le point d'équilibre. Merci Charlotte. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux questions des parents. Alors, on a compris que Parcoursup n'est pas qu'une machine.
Mais les familles, elles se retrouvent quand même devant une interface, devant des formulaires Internet. C'est parfois stressant, inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer ? Est-ce qu'il y a un niveau de bug ? Est-ce qu'il y a... Alors, on peut dire pour rassurer, Parcoursup, depuis 2018, c'est 3,6 millions d'usagers. Si ça marchait pas, je le saurais. Si ça marchait pas, je serais pas là. La machine est fiable. D'ailleurs, quand on regarde, puisque chaque année nous faisons un sondage auprès des lycéens, et la machine est considérée comme fiable et comme claire. Donc ça, je pense que c'est important, qui doit rassurer. Mais au-delà de ça, je vais quand même dire, il faut pas confondre. Et je comprends moi, parce que je dialogue souvent avec des parents. On confond la plateforme avec l'enjeu qu'elle porte. Oui, c'est difficile de choisir une orientation. Je vous dirai pas le contraire. Oui, c'est angoissant, c'est stressant, mais je l'ai été moi-même dans les mêmes conditions, sauf qu'il n'y avait pas de plateforme. Et quand il n'y avait pas de plateforme, ça veut dire que ma connaissance et ma visibilité de ce qui était possible, elle était limitée à ce que je connaissais moi-même. Elle était limitée à ce que mon environnement familial ou social connaissait. Vous voyez, par exemple, moi, je ne savais pas ce qu'était une classe préparatoire parce que il y en avait pas dans mon lycée et mon environnement familial n'était pas passé par cette voie de formation. Donc, c'était un non-sujet. Je savais même pas que ça existait. Aujourd'hui, la plateforme, elle vous donne la possibilité de le voir. Et chaque année, il y a des candidats qui découvrent des formations. Et je pense que c'est la meilleure chose possible, c'est prendre ce temps de découverte. Le deuxième élément, c'est que vous n'êtes jamais seul, vous êtes accompagné. Sur Parcoursup, on est accompagné, on est présent sur les réseaux sociaux. Dans la plateforme, vous avez une messagerie contact qui permet de prendre contact, de résoudre une question technique. Il y a un numéro vert qui est disponible sur Parcoursup. On a une approche multicanale pour s'adapter à différents types de questionnements et qui sont toujours légitimes. Il faut pas rester soi-même avec sa propre question. Il faut oser la poser. Et là, encore une fois, il y a énormément de ressources. Je pense que c'est très important. Il y a des ressources qui sont sur le site Parcoursup, sur le calendrier, sur qu'est-ce qu'un vœu, comment on formule des vœux, comment on recherche des formations. On essaye de trouver des modalités différenciées. Moi, je fais beaucoup de live avec des parents, avec des lycéens pour essayer d'apporter une information claire et juste. Donc, moi, je veux rassurer, il faut déstresser. Ça n'est pas une épreuve en 12 étapes. Vous n'avez pas besoin d'être un super-héros sur Parcoursup. Il faut simplement regarder, lire les différentes messages qu'on vous enverra. Et puis, moi, je donne aux parents un conseil, parce que me semble important. Ils peuvent, au moment où leur enfant va s'inscrire sur Parcoursup et faire son dossier, ils peuvent renseigner leurs propres coordonnées personnelles de mail et de numéro de portable. Alors, c'est pas pour moi, pour que je m'amuse à vous appeler, c'est qu'à chaque fois que j'aurai une communication, un échange avec votre enfant, vous recevrez simultanément le même message, la même information. Je pense que ça doit être un élément qui vous rassure. Et c'est un élément qui me rassure, parce que ça permet souvent aussi, on soit plusieurs dans la famille à se rappeler qu'il y a une échéance de délai. Ça évite que parfois on dise Parcoursup ça a bugué alors que quelqu'un a oublié le délai. Une question sur justement la posture des parents, le positionnement des parents dans Parcoursup. Donc ils peuvent être en copie simultanée des messages que vous envoyez. Est-ce que vous recommandez que ça soit eux aux commandes devant l'ordinateur et l'enfant regarde? Le contraire? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager en fait sur cette procédure-là? Parcoursup, c'est sans doute ce qui fait aussi, le caractère un peu stressant, c'est que c'est le passage d'une étape, d'un âge à un autre âge. Parce que on quitte le lycée, on va devenir étudiant, donc c'est une évolution, c'est un rite social, en quelque sorte. Et c'est important que ça soit le lycéen qui soit aux commandes. C'est son avenir à lui. Et je pense que d'ailleurs tous les parents sont bien d'accord avec cette démarche. C'est sans doute la première démarche qui est à la fois administrative, qui est très personnelle, qu'un lycéen va être amené à faire. Il n'est pas obligé d'être seul. Et moi, mon expérience de Parcoursup, c'est que c'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure familiale.
parce que elle engage tout le monde et que les choix qu'il fait, est-ce que je me déplace, je change d'académie, sont évidemment des choix qui impactent ses parents. Moi, je crois que le dialogue, enfin, je vais pas vous révéler un grand secret, plutôt enfoncer une porte ouverte. La question du dialogue, elle est importante. Je pense que, y compris pour le lycéen, qui a sans doute besoin de se rassurer, il a besoin d'exprimer, y compris d'exprimer qu'il a des doutes. Enfin, Parcoursup, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on l'a construit, quand il n'y a pas d'obligation d'hiérarchiser, parce que ça rajouterait en plus une réflexion et qui peut être complètement stressante, parce que qu'est-ce que je préfère en premier et en deuxième? Je veux dire, chacun dans sa propre vie est des fois pas capable de dire qu'est-ce que je prends en un ou en deux, quoi. Enfin, c'est difficile. Et dans Parcoursup, on peut changer d'avis dans le cours de la procédure. Et ça aussi, c'est quelque chose dans lequel le dialogue entre les parents est important. Après, Parcoursup, c'est aussi c'est la vraie vie, des vrais gens. Donc il y a parfois des situations familiales difficiles dans lesquelles il y a aussi des conflits et où Parcoursup est un élément de conflit. Il n'est pas le conflit, mais il fait aussi partie. On règle ces situations-là. Voilà. Il y a aussi, je pense que se rassurer de ce point de vue-là. Parcoursup, c'est pas une machine qui fonctionne toute seule. C'est des vrais gens de la vraie vie dans les académies, des conseillers qui passent du temps, qui connaissent. Et puis, je pense qu'il faut aussi se rassurer collectivement, en se disant que on n'est pas à la première année de Parcoursup où on découvre, où on tâtonne et on connaît pas ce qu'il y a devant à 3 mètres. La procédure, elle se déroule selon un processus qui a déjà été expérimenté. Les enseignants, les proviseurs ont déjà 4 années d'expérience. Évidemment, pour chaque famille qui découvre, pour chaque lycéen où c'est la première fois, c'est une forme de saut dans l'inconnu et il y a de l'appréhension et c'est naturel. Mais ceux qui vous accompagnent, ils en sont pas à la première fois. Et même si votre question, elle sera sans doute toujours la question fondamentale et votre première question, dites-vous qu'il y a quand même énormément de chances qu'il y ait bien d'autres lycéens qui aient posé exactement la même. Et tant mieux. On a parlé de l'algorithme de Parcoursup, ça aussi, ça fait partie des gros sujets. À quoi est-ce qu'il sert, cet algorithme? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu? Et puis, est-ce qu'il est en liaison avec les algorithmes aussi des formations qui ont leur propre algorithme? Finalement, à quoi ça sert cet algorithme? Est-ce que c'est lui qui décide? Est-ce que c'est lui qui trie, qui filtre? Alors, déjà, c'est déjà un choix quand on utilise le mot algorithme. Alors, il est juste, mais simplement, on sait très bien que parmi les auditeurs, il y en a un très faible pourcentage qui sait ce que ça veut dire, un algorithme. Et je pense que c'est ça qu'il faut un peu dégonfler, parce qu'on se met, puis on lit l'algorithme de Google, l'algorithme de Facebook, il est incontrôlé, voilà. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne sur Parcoursup. Alors, il y a 2 niveaux. Il y a un algorithme national, c'est celui de Parcoursup. Il est public, il est en ligne. Chacun peut le trouver. Vous tapez sur Google, vous allez tomber dessus très vite. Il est décrit aussi sur la manière dont il fonctionne et il est contrôlé. Et il applique la loi. C'est ça qui est important, c'est pas quelque chose que des gens ont construit, mais on a bien suivi un processus qui fait que il y a une loi et on est arrivé à écrire un code qui correspond à cette loi. Et je pense que ce processus-là, il est important pour que chacun en ait moins peur, sans doute. Alors, qu'est-ce qu'il fait, cet algorithme? Il y en a 4 qui fonctionnent. Le premier, c'est simplement ce qu'on appelle celui qui permet de faire des propositions tous les jours. C'est-à-dire que vous êtes un candidat A qui reçoit une proposition et qui dit non, cette proposition ne m'intéresse pas. Eh bien, l'algorithme va récupérer la proposition que vous n'avez pas voulu et le lendemain faire la proposition à celui qui était immédiatement après sur la liste d'attente. Donc c'est la moulinette perpétuelle, mais donc ça intervient que à ce stade-là de Parcoursup de la procédure. Avant, l'algorithme n'a pas d'enjeu sur les vœux, la passation des vœux au niveau de la formulation des vœux est libre. Il n'y a pas d'algorithme. Après, vous savez, un algorithme, c'est un programme informatique. Donc évidemment qu'on a un programme informatique qui récupère des données venant de l'enseignement scolaire. Je vais récupérer vos notes. C'est un élément de programme informatique, mais c'est pas quelque chose qui pèse, qui fait qu'un quelconque choix sur votre avenir. Ça donne des éléments, simplement d'information. Deuxième algorithme, c'est celui sur les boursiers. Il y a un taux de boursiers défini pour chacune des formations par le recteur et l'algorithme applique
ce taux de boursiers. Troisième algorithme, c'est celui sur la priorité académique uniquement pour les licences. C'est-à-dire qu'il vient déterminer si une règle de priorité a été fixée, il applique la règle de priorité telle qu'elle a été fixée. C'est encore une fois les éléments. Ce n'est pas un algorithme qui fonctionne tout seul et qui se met à dire tiens j'ai envie de faire ça ou ça. Il reçoit les instructions de décisions qui sont publiques, qui sont prises par les recteurs et que nous appliquons. Ce sont des décisions publiques que chaque recteur publie, chacun dans son environnement, et que nous publions sur le site Parcoursup. Dernier élément de l'algorithme, c'est celui qui concerne les places à l'internat dans les classes préparatoires et qui permet de trouver un équilibre entre comment proposer des places en internat en articulant à la fois la prise en compte des résultats académiques, c'est ce qui permet de rentrer dans une formation, et la situation sociale, puisque l'internat, il est fait pour des gens qui habitent plutôt loin, dans des gens qui n'ont pas les moyens de trouver par eux-mêmes un logement, et spontanément, dans la vraie vie, il n'y a pas forcément une grande corrélation entre les résultats académiques et puis la situation sociale. Et l'algorithme, il essaye de trouver une règle d'équilibre. Cette règle-là, là aussi, encore une fois, on la fabrique avec les formations d'accueil, en fonction des textes qui régissent Parcoursup. Voilà, c'est ça l'algorithme de Parcoursup. Vous pouvez vraiment le découvrir en ligne et vous informer sur ce qu'il fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les critères qu'utilisent les formations. Là aussi, alors, utiliser le mot d'algorithme, c'est déjà avoir une forme de prédisposition dans laquelle on trouve ça louche. Moi, je veux revenir à la réalité de comment ça se passe. Ça se passe comment? C'est décrit par les textes. Chacune des formations a une commission qui est composée d'enseignants, et ces enseignants doivent établir, ils ont fixé sur la fiche de Parcoursup, ils ont donné leurs critères, et lorsqu'ils se réunissent pour examiner les dossiers, ils vont décliner les critères. Les critères qu'ils ont utilisés, en allant plus dans le détail sur les pondérations, peut-être sur qui apporte une importance à la note de français, en fonction peut-être aux notes de langue, selon que je sois dans des formations de langue, à la motivation. Parce que la dimension de motivation est importante. Il y a une formation qui fait, imaginons, elle a à la fois un examen du dossier puis un examen avec un concours, avec des épreuves orales, donc elle met une pondération différente de ces éléments. C'est ça ce qu'on appelle des algorithmes, c'est simplement un critère qui est décliné dans un outil qui permet de faire un premier tri sur la base des notes qui sont rentrées par les formations. Mais il n'y a pas de mystère. En quelque sorte, il y a simplement et sans doute il y a dans vos auditeurs des gens qui ont déjà participé à un jury dans leur métier, dans leur fonction professionnelle, et c'est bien ce qu'ils font. Alors évidemment, il y a des formations même qui n'ont jamais eu recours à l'informatique. Elles ont un certain nombre de dossiers, elles récupèrent ces dossiers, elles les impriment et les examinent. Et puis il y a des formations, il y a 20 000 dossiers. Donc l'outil informatique les aide à prendre leurs décisions, mais ne jamais l'outil informatique se substitue à l'humain et prend des décisions. Et évidemment, dernier élément qui est important, ça n'est pas Parcoursup qui fait ce choix. Parcoursup est une forme de messager. Il est celui qui transmet des vœux d'un candidat vers une formation, il est celui qui rend compte des résultats qu'a décidé la formation au candidat. Et ensuite, il est celui qui fait les interactions entre les différentes propositions et décisions prises par les candidats. Donc ça veut dire que il n'y a pas de code qui dit si on trouve dans un dossier le mot engagement associatif, on lui met un super point bonus. Ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est pas Parcoursup. Et de l'autre côté, ce que j'ai compris aussi, c'est que les formations ont émis des souhaits de pondération de certains critères et qu'en fait, quand les informations leur sont transmises, ça tombe dans les bons réceptacles avec la bonne pondération que les formations ont décidé. Mais c'est elles qui le font. C'est de leur côté. C'est pas, là aussi, c'est pas l'outil qui dit tout d'un coup, tiens, je vais me mettre à dire que ça vaut 12%. Ce sont les professionnels qui sont réunis et qui, lorsqu'ils ont recours à un outil, vont eux-mêmes intégrer dans l'outil, je sais pas moi, la note de français, elle comptera pour telle part, l'engagement il comptera pour telle part, la motivation comptera pour telle part. Encore une fois, je voudrais déminer ce sujet, revenir à ce qu'est, ce sont des vrais gens qui sont des professionnels. Et le choix qui a été fait
par la loi, qui a été fait et qui est au cœur de Parcoursup, c'est que la main soit laissée à ces professionnels. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui vont accueillir ces étudiants et qui vont être en responsabilité de les faire réussir. Et si je reviens par exemple sur ce qu'on appelle les parcours personnalisés, c'est précisément au moment de l'examen des dossiers que des responsables de formation, d'où l'importance que ce soit eux qui fassent ces choix-là, vont pouvoir dire, au regard des critères que j'ai définis, ces critères ils sont affichés sur Parcoursup, chaque candidat peut les consulter. Eh bien, je trouve que ce candidat-là, je peux l'admettre dans ma formation, mais il va être en situation de fragilité. Mon job, c'est de l'accompagner pour qu'il réussisse, et donc je vais, quitte à lui imposer, entre guillemets, des heures complémentaires de méthodologie ou alors de discipline. Voilà, c'est ça la réalité. Et il n'y aurait pas de Wi-Fi s'il y avait une machine. La machine, elle repère pas toute seule. Et encore une fois, le dispositif, il faut vraiment, moi je veux relativiser ça. Il n'y a pas de calcul qui fonctionne tout seul et qui prend des décisions tout seul. Et le texte de Parcoursup le dit clairement, c'est bien le chef d'établissement, ces professionnels réunis dans des commissions, proposent une liste d'admis au responsable de l'établissement qui est celui qui endosse la responsabilité. Voilà, c'est lui qui nous transmet une liste et Parcoursup ensuite réceptionne le classement fait par chaque formation. Un sujet qui concerne beaucoup de parents, qui a encore une autre inquiétude, c'est la comparaison des lycéens entre eux, des lycées entre eux, des classes entre elles, des classements. On sait tous que tous les lycées n'ont pas le même niveau, toutes les classes n'ont pas le même niveau, et comment est-ce que les formations peuvent, de manière presque anonyme, estimer qu'un élève à Marseille dans le lycée X a le même niveau ou un niveau supérieur ou inférieur sur le niveau des notes, là je parle uniquement comparatif de notes, qu'un autre élève à Brest dans le lycée Y. Alors, je pense qu'il là aussi il faut relativiser ce sujet. Ce sujet, on peut dire qu'il a à voir à Parcoursup et on peut aussi dire qu'il n'a pas à voir à Parcoursup parce que la différence de notation entre deux lycées, même deux enseignants, qui n'a pas fréquenté un lycée dans lequel on lui a dit si tu as monsieur X ou madame Y, ça sera pas pareil. Enfin, tout le monde a fait cette expérience-là. Puis ça fait partie de la vie humaine. À la limite, c'est même la garantie que c'est quelque chose d'humain. Enfin, à la fin, je pense que chacun y est attaché. Deuxième élément, ce sont des professionnels qui examinent. Donc c'est pas la première fois qu'ils voient des différences. Ce sont des enseignants. Leur métier, c'est d'évaluer. Faisons-lui aussi confiance dans la manière dont ils travaillent et dans la manière de considérons pas. C'est vrai que la crainte que vous me dites, elle est aussi liée à est-ce que c'est un algorithme qui fait tout seul et qui va dire le lycée A on lui donne 10 points, le lycée B on lui donne 0 points. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il faut vraiment relativiser ça. Troisième élément, parce que il faut aussi partir de la réalité des chiffres, parce qu'à un moment donné, ça montre. Je dis, il n'y a jamais eu autant de mobilité sur Parcoursup. Et je vais prendre un exemple d'une très grande formation qui est rentrée sur Parcoursup l'an dernier, en 2021, Sciences Po Paris. Sciences Po Paris qui a doublé le nombre de ses candidatures et qui a augmenté de 45%. La dispersion, en fait, l'origine de ces admis. Plus 45% d'établissements qui ont généré des admis, alors qu'auparavant, c'était très concentré. Je prends un autre exemple, les écoles nationales vétérinaires, c'est un nouveau concours qui a intégré Parcoursup en 2021. Ils ont eu une représentation des lycées de province beaucoup plus importante que quand ils passaient à un recrutement post-classe préparatoire. Alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, le nom du lycée fait partie des éléments qui sont communiqués. Voilà, ça veut pas dire que c'est un critère. Dans l'outil d'aide à la décision que nous mettons à disposition qui permet de recueillir les différentes notes, on n'utilise pas cet élément. Les formations peuvent en avoir connaissance en termes d'environnement du lycée, mais je crois qu'il faut vraiment là aussi relativiser sur cette question-là. Et puis il y a énormément d'éléments qui sont transmis aux formations, motivation, notes. Et puis un dernier élément il y a deux orientations qui se mettent en œuvre là en 2022 et qui sont très importantes. La première, c'est le ministère de l'Éducation nationale a demandé à tous les établissements de France de construire un projet d'évaluation pour qu'il y ait dans tous les établissements une réflexion sur l'évaluation.
qu'est-ce que l'évaluation d'un point de vue y compris dans chaque discipline, avec des règles communes et un travail collectif. Et ça aussi, c'est bien pour objectiver ces éléments-là, alors pendant longtemps, on a considéré que c'était pas objectivé. Et souvent, on essaie ça. J'en ai fait un Parcoursup. Parcoursup est un révélateur de processus qui existent indépendamment de lui, mais qui deviennent plus visibles parce que deuxième élément, qui est très important, pour la première fois en 2022, les notes finales d'épreuves d'enseignement de spécialité vont être intégrées dans le dossier Parcoursup. Parce qu'une partie de la situation, moi, y compris quand je rencontre des lycéens ou leurs parents, j'entends, oui, mais mon fils est dans un très bon lycée, dans lequel il a des notes très moyennes parce que on le prépare à être en classe préparatoire demain, et donc il est discriminé par rapport à celui où on note plus large. Cette situation, très factuellement, elle venait du fait que j'ai 12 de moyenne, mais au bac, je vais avoir 18. Et le bac était au mois de juin. Sauf qu'au mois de juin, c'est passé. Parcoursup, c'est fini. Je peux pas attendre le mois de juin. Et bien là, avec les épreuves d'enseignement de spécialité, ces deux épreuves finales qui pèsent chacune des deux épreuves 16% de la note du baccalauréat. Ces épreuves, elles se déroulent en mars. Elles sont dans le dossier de Parcoursup. Et associées à ces éléments de note, donc c'est une note sur un sujet anonyme, c'est le même sujet partout en France, c'est une note qui est corrigée par d'autres enseignants que celui de votre établissement, et puis c'est une harmonisation dans chaque académie. Voilà, c'est un élément nouveau et très important, et puis on donnera et on communiquera aux formations d'enseignement supérieur des statistiques pour leur dire, je suis un élève et j'ai eu 12 à ma note d'enseignement de spécialité. Comment se sont distribuées toutes les notes de France? Voilà, ça c'est des éléments qui sont pas liés à un lycée, mais qui objectivent. Et je crois que on avance dans ce sens-là d'objectivation des éléments que l'on fournit aux professionnels. Alors on sait tous que tous nos enfants sont excellents, et il y en a certains qui sont vraiment excellents et qui mériteraient même un 22 sur 20 dans certaines notes. Je rigole, mais je pense quand même aux vrais bilingues, par exemple, sur qui on n'a pas les moyens d'indiquer, sauf à l'écrit, sauf dans la motivation, sauf en se présentant, qu'on est vraiment excellent. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'indiquer ces surexcellences-là dans certains cas? La surexcellence, tout le monde la voit. Enfin, je veux dire, c'est un faux sujet. Je vais redire. Alors, je prends par exemple le bac général. Le bac général parce que c'est les lycéens les plus nombreux. 97% des lycéens ont eu au moins une proposition. Rendez-vous compte ce que ça veut dire 97% sur une classe de 30. Voilà. Vous n'arrivez même pas à trouver un. Donc voilà, il faut arrêter de se dire que... Puis par ailleurs, quand vous regardez les études statistiques, y compris des fois, moi je le vois comme un reproche de Parcoursup, en disant, oui mais les élèves qui ont des mentions très bien, ils reçoivent toutes les propositions. Donc, je comprends pas ce que veut dire l'excellent peut pas se singulariser sur Parcoursup. Si tous ceux qui ont des mentions très bien sont déjà ceux qui ont les propositions dès le premier jour, ça veut bien dire que l'excellence, elle est prise en compte. Et en quelque sorte, Parcoursup prend en compte les notes, et donc c'est un élément qui se valorise. Après, dans votre question, il y en a une autre qui est pas celle que vous m'avez posée, mais que je déduis et sur lequel je vous donne. Il existe des parcours singuliers, y compris organisés dans le cadre scolaire. Je suis un élève qui prépare un bac à la fois franco-allemand, franco-italien, franco-espagnol, ça existe. Ces éléments-là sont indiqués dans le dossier Parcoursup. On indique que vous avez une scolarité européenne ou internationale. Les formations du supérieur voient cet élément-là. Et nous avons même, parce que souvent, parfois, c'est aussi d'éclairer les formations d'enseignement supérieur, on leur fait des petites notes qui leur disent, voilà, quand ces élèves ont fait tel type de parcours, c'est ça aussi qu'il y a derrière en termes de compétences, parce qu'elles ne connaissent peut-être pas tout. Voilà. Donc moi je veux plutôt rassurer, les éléments de chiffres qui sont publics, encore une fois. Regardez, je ne connais pas d'élèves avec des mentions très bien qui se retrouvent sans rien, et ils sont toujours notre priorité parce que ça fait partie des candidats que nous suivons. Alors après, il y a un autre élément, parce que voilà. Moi, je vois, et vous avez dit, évidemment, tous les enfants sont excellents, et je dirais jamais le contraire. Et tant mieux.
Et parfois, ils font des vœux sur des formations très, 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 très sélectives. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens excellents. C'est tant mieux, hein. Je pense que c'est une richesse. On peut être très déçu, mais c'est vrai que si on a fait que 3 vœux sur des formations qui sont très, très, très sélectives, peut-être qu'on n'est pas pris. Et là, vous voyez, est-ce que c'est Parcoursup à qui la faute? Alors souvent, c'est ce qu'on me dit, mais la réalité, elle n'est pas exactement là. C'est-à-dire que ce candidat peut avoir d'autres opportunités. Peut-être qu'il n'a pas assez diversifié ses vœux, et peut-être que les formations sur lesquelles elle allait, il y a un niveau d'exigence qui est très fort. Et c'est pour ça que l'information que l'on donne sur Parcoursup, elle est fondamentale, et qu'on doit toujours progresser sur l'information qu'on donne, parce qu'elle doit permettre aussi de se rendre compte de cette réalité-là. Est-ce que si on a passé le BAFA, le brevet de secouriste, est-ce qu'il y a un endroit, un réceptacle pour ces brevets, pour ces certificats, ou est-ce qu'il y a juste le moyen de les indiquer aujourd'hui? Alors pour l'essentiel des cas, c'est de les indiquer. Il y a parfois des formations qui demandent d'avoir, elles sont plus rares, qui demandent d'avoir la pièce matérielle. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est que si on se base pas sur une logique de simplification administrative et de dématérialisation, les dossiers vont faire tous 10 kilos. Parce que ça sera la course à l'échalote. Chacun demandera, il faudrait que vous me prouviez que vous avez ces trucs. Alors, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Chaque candidat qui s'inscrit sur Parcoursup signe une charte obligatoire dans lequel il y a un encadré très précis qui lui explique que les fausses déclarations peuvent entraîner des sanctions qui vont jusqu'au retrait des propositions d'admission qui lui ont été formulées. Le deuxième élément d'information qu'on lui apporte, c'est que quand il a fait valoir un diplôme, un titre, un certificat, quoi que ce soit, la formation qu'il accueillera au moment de l'inscription est habilitée à lui demander la preuve matérielle de ces éléments. Finalement, ce que fait Parcoursup, c'est juste d'éviter que chacun ait à fournir tout un tas de pièces, parce que voilà, ça alourdirait la procédure, mais sans jamais renoncer au fait qu'on ne peut prétendre dans Parcoursup que des éléments dont on dispose vraiment, et que si on ne le fait pas, on s'expose à des sanctions, et chaque année, Parcoursup prend des sanctions. Voilà, c'est une réalité. J'ai pas un contrôle de chacun des éléments, mais à chaque fois qu'on a la connaissance, nous faisons des procédures pour vérifier et pour, le cas échéant, prendre des sanctions. On arrive à la fin de notre interview. Charlotte, tu as peut-être encore quelques questions? À quoi ressemble, vue de votre chaise, une expérience sereine et optimale de Parcoursup? L'expérience sereine, c'est celle finalement dans laquelle on profite des opportunités pour réfléchir à son projet d'orientation. On confronte ces idées, ça veut dire aussi parfois revenir en arrière, parce que c'est pas exactement la formation qu'on pensait, et que je pense que le service public, mais aussi l'ensemble des acteurs essayent au maximum d'apporter ces informations, profiter des journées portes ouvertes. Enfin, rien de tel qu'une discussion avec des professionnels pour se rendre compte de ce qu'est vraiment. Rien de tel qu'une conversation avec des étudiants. Alors, il y en a sur Parcoursup, vous les trouvez, les ambassadeurs et étudiants ambassadeurs qui peuvent vous répondre à des choses très concrètes. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que le premier trimestre, faut s'accrocher puis après ça passe? Enfin, tout un tas de choses qui sont importantes parce que ça contribue aussi beaucoup au choix. Et puis le deuxième élément, c'est, je vais dire, de se renseigner sur les phases d'admission et puis d'y aller avec sérénité. Sérénité parce que, je l'ai dit, on n'est pas obligé de faire la course pour faire ses vœux, on a le temps. 2, sérénité, il y a que vous qui connaissez tous les vœux que vous avez formulés, les formations ne connaissent pas l'intégralité des vœux. 3, soyez serein. À la fin de la procédure Parcoursup, 94% des lycéens ont eu au moins une proposition. 94%. On n'est pas comme si c'était 50% et que tout le monde se retrouvait sans rien. C'est pas la réalité. Et encore une fois, là aussi, deuxième élément, même si je comprends que ça peut parfois être difficile à entendre parce que j'ai pas le même point de vue, j'ai pas l'implication de celui qui est les parents, etc. La procédure Parcoursup, elle se déroule en continu. Nous vous donnons des indicateurs. C'est pas parce que le premier jour vous n'avez pas eu que vous n'aurez pas le deuxième, voire le troisième ou le cinquième jour.
Voilà, je pense que et en moyenne, un candidat reçoit entre 3 et 4 propositions d'admission. C'est ça la réalité des chiffres. Donc évidemment, je comprends, c'est une angoisse parce que moi aussi j'ai fait le lycée, on arrive à terminale, ah mince, c'est le bout du voyage et il faut passer à une autre étape. Et ben on s'était installé dans un confort et puis ça, voilà, on connaissait tout et là on passe dans un monde où il faut découvrir. C'est pas simple, on n'est pas tous armés pour, et puis et encore une fois, vous l'aviez évoqué dans une question tout à l'heure, on peut se réorienter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échec définitif. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et les parents sont sans doute les mieux placés pour expliquer, même si on a du mal à l'entendre quand on a 18 ans, que dans la vie, on fait plein d'autres choix. Et que entre ce qu'on a fait au départ de ses études et puis la réalité de ce qu'on fait, il y a souvent un chemin qui est très tortueux. Et je pense que ça, faut le garder en tête. C'est sûr que quand on a 18 ans, on n'y croit pas à ça. C'est parce que j'y ai pas cru non plus. Donc, mais c'est un point important parce que il faut relativiser aussi cet exercice. Et moi, je connais beaucoup de gens pour qui ça s'est très bien passé et ils étaient inquiets aussi avant. Voilà, et des fois on remplace le mot j'ai une question par je suis inquiet. On a le droit, c'est légitime d'être inquiet, et à nous de travailler pour vous rassurer. Enfin, la question qu'on se pose tous, quels sont vos conseils pour optimiser nos chances ? Alors déjà, moi, je parle pas de chance, parce que chance, ça voudrait dire qu'il y a du hasard. Et en fait, il n'y a pas de hasard. Et voilà, c'est pas un loto, Parcoursup. Ça peut être la critique ou la manière dont on se moque de lui, de dire que c'est du loto. Moi, je travaille pas pour un loto. D'abord, le premier conseil, c'est de travailler au lycée et réussissez vos études au lycée. Enfin, voilà, moi c'est des statistiques qui parlent, hein, c'est pas que mon appréciation personnelle. La question du niveau scolaire est très importante. Elle est importante pour vous parce que c'est votre avenir, elle est importante pour la réussite dans les études. Deuxième élément, ce qui est important, c'est de réussir ses études. C'est pas Parcoursup. Parcoursup, c'est qu'un moment, un petit pont qui vous permet d'enjamber du lycée vers l'enseignement supérieur. Donc c'est travailler sur son projet, réfléchir à ce qu'on aime, à ce qu'on veut, et c'est ça qui doit vous guider, et pas forcément c'est bien de faire ça, il faut le faire. Alors quand je dis ça, peut-être que je sème la discorde dans des familles parce que les parents ont dit il faut que tu fasses ça parce que voilà ça arrive partout ça. Hein. Moi évidemment et c'est normal, je comprends, mais c'est votre projet, il faut le mûrir, il faut pas hésiter à mon premier conseil, c'est ça, pas hésiter à aller à la rencontre des professionnels pour s'interroger parce que c'est le moment pour ça. Le deuxième élément, c'est de rester serein. On vous informe sur Parcoursup, vous avez le droit de vous tromper. Parce que moi, chaque année, j'ai des milliers de lycéens qui se trompent et qu'on rattrape. Parcoursup, c'est pas une machine à éliminer. Enfin, moi, c'est fondamental ce que je vous dis là. On n'est pas là pour éliminer des gens, on est là pour aider des jeunes à réussir leur projet. C'est ça notre boulot. Voilà, donc nous, on est là pour vous accompagner, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, profitez du temps que vous avez pour vous renseigner, pour construire votre projet. Quand vous avez un projet, que vous savez ce que vous voulez, que vous travaillez pour y arriver, ça se passera super bien. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre ? Quel calendrier de Parcoursup ? Ah non, vous voulez vraiment le dire ? Allez-y. Le calendrier de Parcoursup, il est public. Vous pouvez retrouver, vous allez sur le site. Et puis, si c'est où est-ce que je trouve la meilleure information sur Parcoursup, la meilleure information, abonnez-vous aux comptes sociaux de Parcoursup. Voilà, on est sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est très utile pour avoir les informations en permanence. C'est très utile, y compris on peut poser des questions. Il y a des gens qui s'occupent de répondre à des questions. Voilà, c'est ça. Très bien, un immense merci du temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Si cette interview vous a semblé intéressante et utile, il est probable qu'elle le soit également pour d'autres lycéens, pour d'autres étudiants et pour leurs parents. Alors je compte sur vous pour leur en parler ou leur faire suivre cet épisode exceptionnel du podcast Azimut. Merci. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.